Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. Le 8 avril 2016, dans l'amphithéâtre de l'UPFR Sport de l'Université de Franche-Comté, s'est tenue en présence d'un nombreux public la 6e édition du cycle Sport et Vidéo organisé par le laboratoire C3S avec le concours de l'entreprise Challenge Academia. Lors de cette session, étaient à l'honneur les sports de combat. Le colloque qui leur a été consacré est le fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs, jeunes docteurs, éducateurs, responsables de fédérations ou de ligues, CTR ou entraîneurs, athlètes, amateurs ou de haut niveau, journalistes de la presse écrite ou audiovisuelle. 12 communications, retravaillées par leurs auteurs suite à des échanges fructueux avec la salle, ont été retenues et peuvent être regroupées en 2 grandes parties. La première fournit des points de repère et des éléments de problématisation. Jean-Yves Taillac, tout d'abord, prenant appui sur l'histoire de l'art et les apports du paradigme de la médiation formulé par Jean Gagnepin, privilégie une approche déictique, laquelle renvoie à tout un ensemble de productions et de dispositifs ayant comme objectif de montrer ou de représenter, par le pouvoir de l'image, tel ou tel événement, notamment en évoquant ou en rendant présent ce qui se situe dans un autre temps ou un autre espace. Les sources dont on dispose, qu'elles soient épigraphiques, iconographiques ou archéologiques, nous livrent ainsi des fragments de connaissances qui se complètent et qui doivent être recontextualisés, afin d'éviter des effets de surinterprétation, qu'il s'agisse du noble art, de la savate ou du cas un roule. L'accent peut être mis, pour chaque activité pugilistique, sur l'équipement utilisé, vêtements ou protection par exemple, les rituels pratiqués, prières, projections de sel, danse, ou les surnoms octroyés, symbolisant des destins ou des trajectoires de légende ou d'exception. L'important, comme dans tout affrontement, c'est d'essayer de se tenir toujours à bonne distance, et de croiser de manière adéquate, théorisation et praxis, recherche et action. Jean-Michel Raymond, de son côté, propose un examen technico-tactique du kickboxing et du muay thai. Le développement d'outils numériques de plus en plus perfectionnés constitue, à cet égard, un atout de taille permettant de mieux évaluer les compétences, les contenus d'entraînement et le volume de ressources à mobiliser à chaque séance selon que l'on valorise les phases d'attente, placement, garde, angle d'attaque ou d'échange, blocage, esquive, contre. La méthodologie qu'il convient de promouvoir est celle qui conjugue lisibilité, simplicité et rapidité d'utilisation, avec des retours immédiats ou différés. Jérôme Frigou et Angeline Leprel, quant à eux, se focalisent sur le karaté. La perception de ses propres habiletés et l'appréhension de celles de ses adversaires sont dans cette optique fondamentales, de même que la prise en compte de facteurs biomécaniques, psychologiques ou stratégiques susceptibles de déboucher sur l'élaboration de nouveaux référentiels. Le modèle de Tokitsu s'inscrit dans cette perspective, les grilles d'observation qui lui sont associées répondant à des critères de validité, de pertinence ou d'accessibilité et intégrant les évolutions de l'arbitrage ainsi que toute une gamme d'options, équilibre de Nash, défense à la Clausewitz. Pour une fédération comme la FFB, poursuit Mustapha Taouri, les finalités poursuivies au-delà de certaines vicissitudes sont multiples: visualisation, transmission, décryptage, feedback, appropriation et autonomisation, simulation. La formation de délégués ou de prévôts est à ce titre essentielle et concerne plus spécifiquement l'encadrement des jeunes du pôle France. Si la course effrénée au tout informatique conduit inévitablement à des dérives et est à proscrire, un usage approprié de ce type de support doit être encouragé. La plupart des dispositifs FOAD mis en exergue par Marjolaine Senet répondent à cette exigence et ne font l'impasse ni sur les savoir-faire ni sur les savoir-être. Les notions d'interaction et d'adaptation y sont primordiales, tout comme la répétition des enchaînements ou le travail de verbalisation et d'objectivation avec les pairs ou les tuteurs en fonction des besoins et des attentes en termes de nutrition ou de récupération, de mémorisation ou de préparation mentale. À l'ère de YouTube ou de Facebook, le professeur Depps, souligne François Laurent, peut adopter diverses postures, le déni, le rejet, le suivisme ou l'accompagnement. Cette dernière attitude, lorsqu'elle est au service d'un projet, offre des points d'ancrage ou de comparaison, des allers-retours entre moments de découverte ou d'expérimentation, des conseils et des suggestions sur la hiérarchisation des priorités, le degré d'implication ou les modes de remédiation. Après ces éclairages d'ordre didactique,
une place de choix est réservée aux illustrations et aux études de cas. C'est ainsi que Thomas Desarméniens nous fait pénétrer dans les coulisses des galas de catch, la professionnalisation de la discipline et sa très forte médiatisation via les réseaux câblés faisant l'objet d'une attention particulière. Les portraits du Canadien Bret Hart, mêlant finesse et intensité, et de l'Américain Mick Foley, au style hardcore, mettent en avant l'admiration suscitée par de tels champions, véritables héros de la modernité, colorés et survitaminés, magnifiés dans des émissions de grande écoute comme Superstar ou Monday Night Raw. En son temps, la boxe de rue, telle qu'elle est décrite et analysée par Jean-François Loucher à partir d'archives ou de vidéos postées sur Internet, a eu également les faveurs du public et donné lieu à des paris plus ou moins légaux. La figure de Marcel Cerdan, le bombardier marocain à la fois rouleau compresseur et puncher hors norme, a de même été adulé et incarne, comme le montre bien Ahmed Moreau, l'excellence sur le ring, vitesse d'exécution, résistance au coup, puissance des deux mains. À notre époque, certaines initiatives destinées à sensibiliser des adolescents déstructurés à d'autres situations désocialisantes, sans que celles-ci soient insurmontables, méritent d'être saluées. Le parcours, retracé par Médéric Chapiteau, de Valentin, déficient visuel et adepte du full contact, est sous cet angle très instructif car il invite au respect, à la tolérance et à l'ouverture des possibles. Dans un autre registre, une réflexion sur les mixed martial arts, leur diffusion et leur reconnaissance institutionnelle dans notre pays d'un point de vue administratif ou juridique doit être aussi entreprise. Avec Protect Form et son aquaboxing, conclut Cédric Palissé, des synergies avec des clubs de remise en forme peuvent être envisagées au sein d'un environnement ludique et sécurisé. Un volume, on le voit, dense, solidement étayé et qui met en lumière les potentialités, tant pour l'apprenti combattant que pour le pratiquant chevronné, de l'outil vidéo, des plateformes collaboratives et des serious games dans l'apprentissage et le perfectionnement, l'expertise et la prise de décision. Toutes ces fonctionnalités doivent être cependant mises en œuvre avec discernement sous peine de se révéler contre-productives, voire très dommageables. Première partie, points de repère et problématisation. Chapitre 1, Déictique des sports de combat, organisation et représentation du pugilistique. Jean-Yves Taillac. Photo 1, Musée national de Rome pugiliste. Depuis presque 2 décennies, je suis en charge de coordonner les formations et les diplômes des 3 fédérations délégataires pour les activités pugilistiques. Avec le recul et une certaine expérience, je peux affirmer que les questions de représentation du sport en général, et plus précisément pour ce qui me concerne des différentes boxes, occupent une place très importante et sans cesse croissante qui est sous-estimée, notamment du fait de l'hégémonie de la médiatisation dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi, en prenant appui sur des éléments théoriques élaborés dans les domaines de l'histoire de l'art, de la philosophie et plus largement des sciences humaines, je tenterai de poser un cadre, un peu théorique mais toujours en prise avec le réel, sur les relations que les différentes techniques de représentation, dont la vidéo, entretiennent avec les sports de combat. Un élément théorique, de quoi parle-t-on ? A. La déictique. J'emprunte ce terme de déictique à Philippe Bruneau et Pierre-Yves Ballu qui le définissent dans leur ouvrage « Mémoire d'archéologie générale ». Cette refondation de l'archéologie et de l'histoire de l'art a bénéficié des travaux de Jean Gagnepin, professeur de linguistique à l'Université de Rennes 2, qui a posé les bases d'une théorie de référence pour l'ensemble des sciences humaines, publiée sous le titre du Vouloir dire, Traité d'épistémologie des sciences humaines. Gagnepin a professé pendant plus de 40 ans à l'Université de Haute-Bretagne, ce qu'il a lui-même nommé la théorie de la médiation. Fondée scientifiquement dans la clinique, cette théorie est hypothético-déductive, évolue et se construit à l'épreuve des expérimentations qui confirment ou infirment les hypothèses retenues. Ces références posées, il est légitime de se demander s'il est bien utile dans un colloque sur les relations que les sports de combat entretiennent avec la vidéo, de convoquer l'archéologie et l'histoire de l'art et qui plus est, sous leurs aspects les plus théoriques. Je vais tenter de vous démontrer que cette approche le doit un peu à mon parcours universitaire, et beaucoup à la nécessité que nous avons de nous entendre sur les mots avant d'entamer notre réflexion collective. Sur la question de la théorisation, je suis partisan de l'élitisme pour tous et je sais, pour être issu du milieu pugilistique,
que les pratiquants de sports de combat ont des capacités d'analyse et d'adaptation proportionnelles à l'urgence qu'ils ont de les mettre en œuvre dans le combat. Ainsi donc, je romprai avec ce lieu commun selon lequel il faudrait adapter le discours à un public prétendument peu enclin à la conceptualisation. Rendre la raison populaire n'est pas synonyme de simplifier. Il faut ainsi entendre par déictique l'ensemble des dispositifs qui, afin de rendre conscient ou de faire connaître, ont pour objectif de montrer. La théorie de la médiation évoquée plus haut propose une diffraction de la réalité observable en 4 plans dits respectivement glossologique, ergologique, sociologique et axiologique. La déictique regroupe les productions diverses issues de cette capacité glossologique, qui permet en particulier d'articuler le signifiant et le signifié. Le langage, l'écriture qui en est sa technicisation, le dessin, l'image, la peinture, la photographie, la vidéo, le cinéma participent de cette fonction déictique avec plus ou moins de distance, du signal à l'ostentation en passant par la description ou le dessin technique. L'image ou la vidéo y occupe une place prépondérante, d'une part du fait que le perçu s'adresse à un plus grand nombre que le conçu qui exige quelques prérequis, d'autre part parce que nos technologies contemporaines privilégient le mode iconographique. Je suis né avec la vidéo, affirmait Bill Viola, artiste contemporain de premier plan qui utilise quasi exclusivement cette technique dans son travail. Dans le domaine du sport, qui concerne plus directement ce colloque, on assiste à l'émergence et au développement exponentiel du e-football et de la e-box, d'un environnement déictique de plus en plus virtuel. B. Les plans de rationalité. La théorie de la médiation évoquée précédemment propose, pour mieux cerner l'objet d'étude, de déconstruire la réalité concrète en utilisant 4 entrées distinctes correspondant respectivement aux performances des plans glossologiques, ergologiques, sociologiques et axiologiques, à savoir la déictique, la technique, l'ethnique et l'éthique. Pour notre thématique, l'entrée prioritaire est évidemment celle de la représentation. Elle peut être considérée comme l'infrastructure ou l'ossature. Les 3 autres plans seront secondaires et feront incidence comme ils adviennent dans notre expérience concrète de façon homogène. La réflexion théorique permet d'instiller du discret, de la différence, dans le concret pour mieux l'appréhender. La technique concernera les moyens dont nous disposons pour représenter, fabrication, art. L'ethnique s'intéressera à ce qui est politiquement et sociologiquement représenté, le social, le sociétal. L'éthique se définira comme ce que l'on s'autorise à représenter, la morale. Ces propos liminaires ont pour but de prendre du recul et d'éviter d'être ébloui par les conséquences en perdant de vue les intentions qui les sous-tendent. Puisqu'il est ici question de représentation, je ne résiste pas au plaisir d'attirer votre attention sur ce détail de l'œuvre de Raphaël intitulée L'École d'Athènes, visible au Vatican. Platon montre du doigt le ciel des idées pendant qu'Aristote désigne de sa paume le terrain du réel. Notre réflexion doit se nourrir des 2 propositions. Il s'agit, comme dans le combat, d'essayer d'être toujours à la bonne distance et de croiser théorie et pratique autant que cela se justifie. Photo 2, Musée du Vatican. L'École d'Athènes Raphaël. 2. De l'image. Les industries de la déictique, le cinéma, la littérature, la photographie, la musique, dans sa modalité descriptive, ont affaire à l'image. On peut reconnaître 3 destinations essentielles à l'image, c'est-à-dire 3 motivations que l'on a d'en fabriquer. La première vise à permettre la reconnaissance ou à apporter de la connaissance. Il est alors question d'évocation. Évoquer, c'est par exemple, user des indices ou des indicateurs identitaires d'un sport pour le situer historiquement ou sociologiquement, quel que soit le genre, ouvrage pédagogique, vidéo technique, ou encore en rappeler les grandes heures où la victoire se fête, ou les plus tristes, comme le terrible accident d'avion dans lequel périt Marcel Cerdan. La deuxième, suivant le sens étymologique de représenter, a pour but de rendre présent ce qui est dans un autre temps ou un autre espace. Ce pouvoir de l'image est celui de la convocation. L'image nous rend présents ceux qui sont physiquement absents, éloignés ou disparus, au moyen de portraits, de photographies, mais aussi par des retransmissions télévisées, en direct ou non. On peut citer tous ces portraits de boxeurs de James Corbett à Mike Tyson, réunis par Guy et Sylvie Lagorce dans leur portrait mythique de la boxe. Enfin, on peut fabriquer des images pour émouvoir, susciter du désir ou du dégoût. La destination est dans ce cas celle de la provocation.
Provoquer, c'est faire réagir, surprendre, produire un engouement ou un rejet, attirer l'attention, voire l'intérêt. C'est aussi faire parler, libérer la parole. La provocation joue sur l'immédiateté, le happening. Elle préfère la perception directe au détour de ce qui demande une analyse, donc une conception. Du côté du conçu plus que du perçu, elle se réalise davantage dans les images que dans l'écrit. 3. Les activités pugilistiques à l'épreuve des industries de la déictique. À repères historiques. Dans le cadre de la coordination nationale des formations qui m'a été confiée, je distinguerai 3 groupes d'activités pugilistiques en lien avec leurs fédérations délégataires respectives. La boxe, dite parfois anglaise, mais cette précision est considérée comme superflue par les pratiquants, la savate, appelée aussi boxe française, et les autres boxes pied-point, kickboxing, full contact, muay thai, pancrace, regroupés dans une seule fédération. Comme la plupart des sports de combat, les boxes se sont dotés d'origines plus ou moins mythiques. L'histoire est toujours l'histoire que l'on se donne. Elle n'a pas besoin d'être véridique et se caractérise plutôt par ses aspects élitistes, histoire écrite par les vainqueurs, et par son discours elliptique. Beaucoup d'aspects jugés négatifs sont laissés dans l'ombre. Les sources épigraphiques, iconographiques et archéologiques apportent des fragments de connaissances qui se complètent et qui doivent être recontextualisés pour éviter l'effet de surinterprétation. En outre, le fait de ne disposer d'aucune source matérielle n'implique pas qu'il n'y ait pas eu une pratique pugilistique. Nous pouvons citer la fresque des boxeurs crétois, conservée au musée d'Athènes, dont la datation très approximative situe entre 2700 et 1200 avant notre ère, image, ou encore la figuration de 2 boxeurs en garde sur la coupe du peintre de Londres, conservée au musée du Louvre et datée de 470 avant notre ère. Photo 3, musée d'Athènes, boxeur crétois 2700-1200. Des sources épigraphiques font état de combats utilisant les poings. Ainsi Homère dans l'Odyssée, les bras se détendirent. Ulysse fut atteint pleine épaule droite, mais son poing se logea dans le cou sous l'oreille, on entendit craquer les os dans le gosier, de la bouche d'Iros un flot rouge jaillit, en mugissant il s'effondra dans la poussière, grinçant des dents tapant la terre des talons. Ou aussi Pindare dans ses Olympiques à propos de Diagoras de Rhodes, vainqueur au poing. Les fleurs couronnèrent Diagoras 2 fois, vainqueur 4 fois à l'isthme fameux, à Némée coup sur coup et dans la rocailleuse Athènes. Ou encore Apollonio de Rhodes dans ses Argonautiques, qui rapporte qu'au pays des Brébis, le roi Amycos, d'une taille et d'une force gigantesque, défiait à la boxe tous les étrangers qui s'arrêtent chez lui. Il a inventé les cestes, sortes de gants, lestés de plomb qui rendent les combats mortels. Le petit Pollux, plus agile et plus intelligent, le battra. Pas de catégorie de poids ni de règles bien précises qui nous soient parvenues. Le pancrace, pankratos, combat total ou combat mixte plus proche du MMA est aussi attesté. 1. Le noble art. C'est en 1742 que les premières règles de la boxe sont évoquées par Jack Bruton. Les 16 règles dites du marquis de Queensberry, rédigées en 1865 par le journaliste John Graham Chambers, sont mises en application en 1891 et font ainsi rentrer la boxe dans sa forme moderne, qu'avec des petites retouches nous conservons aujourd'hui. La Fédération française sera créée en 1903, la première fédération internationale, NBA puis WBA, en 1921. Cette même année, Georges Carpentier dispute le premier championnat du monde des poids lourds contre Jack Dempsey qui gagne à la 5e reprise. 2. La savate. Au XIXe siècle, la savate, escrime des poings, est apparue comme un sport de combat de percussion dans la tradition de l'escrime. Ce sera la seule boxe pied-point née en Europe. En 1830, Charles Lecourt et Charles Charlemont créent et codifient la boxe française. En 1975, la Fédération nationale de boxe française est délégataire de la discipline. L'année suivante, elle devient la Fédération française de boxe française savate et disciplines associées, notamment la canne de combat et bâton. En 1985, est créée une fédération internationale. En 2015, la savate est répertoriée à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. 3. Kickboxing, full contact, muay thai. Il est difficile de risquer des datations tant les styles d'affrontement pied-point s'originent dans des traditions et des cultures diverses. Par exemple, la boxe birmane, attestée dès 2500 avant notre ère,
réapparaît dans une forme moderne aux premiers Opens américains en 1963 sous le vocable de kickboxing américain. Le premier championnat du monde professionnel de full contact se nommait Full Contact Karaté. L'appellation boxe pied-point que nous utilisons toujours a été proposée par Alain Delmas dans le milieu des années 1970. Elle regroupe de nombreux styles de combat de percussion: boxe birmane, boxe khmer, boxe laotienne, boxe thaïlandaise, boxe vietnamienne, full contact, Japan kickboxing, sanda, boxe boji, K1, K1 rules. La fédération délégataire qui regroupe actuellement la plupart de ces disciplines est la Fédération française de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées. 4. La tradition nous réunit et nous empêche d'être ensemble. Il faut constater qu'issus de racines pugilistiques communes, ou tout au moins proches, sumériennes, grecques, asiatiques, les pratiques se sont distinguées les unes des autres en connaissant des évolutions guidées par les identités et les cultures singulières des peuples ou des nations. La boxe est américaine, chinoise, khmer, laotienne, anglaise, thaïlandaise. Des styles différents sont apparus. La théorie de la médiation citée plus haut définit le style comme étant une ethnicisation de la technique. On peut alors parler de style propre à un groupe social qui vise à se distinguer des autres. Mais on remarque aussi des styles propres à des individus. Mohamed Ali ne boxe pas comme Mike Tyson qui ne ressemble pas à Marvin Hagler. Chaque boxeur qui se détache de ce que ses maîtres lui ont appris trouve son style. La maxime « L'homme a d'universel d'être toujours singulier » trouve aussi une déclinaison pugilistique. Le modèle sportif français, qui se caractérise par l'institutionnalisation et la réglementation des pratiques, se trouve confronté à cette fluctuation des styles qu'il s'agit de canaliser et de classer dans des catégories structurantes. Les difficultés face à la polymorphie du combat mixte l'illustrent tout autant qu'à l'inverse, la dispersion des disciplines pied-point. De la tradition, convergence dans le passé à l'évolution, divergence contemporaine, le pugilistique illustre les mots de Friedrich Nietzsche qui ouvrent ce paragraphe. Il appartient au genre humain de revendiquer des sources traditionnelles communes, tout en refusant d'être trop proches. Un autre philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, ne disait pas autre chose avec sa parabole des hérissons. Les hérissons ont froid, ils se rapprochent pour se tenir chaud, mais ils se piquent, alors ils s'éloignent, ils ont froid, alors ils se rapprochent. Encore une fois, dans le monde pugilistique, tout est question de distance. B. L'équipement du pugiliste. Le plan de la technique s'intéresse aux moyens qui formalisent la représentation, au sens étymologique, ou qui l'informent. Chaque activité pugilistique se dote d'un équipement spécifique qui contribue à construire son identité. Le ring, l'octogone, l'aire de combat posent les limites de l'espace consacré au combat, réservé à l'affrontement. La réglementation a normalisé l'espace qui fait l'objet de prescriptions: longueur, hauteur des cordes, superficie. Cet espace est indispensable mais pas forcément technicisé comme le montre une scène du film de Stanley Kubrick Barry Lyndon, dans laquelle les soldats s'alignent en carré pour que deux d'entre eux s'affrontent à l'intérieur de ce ring improvisé. Les gants, les mitaines, les bandages protègent les mains. La seule vue d'une paire de gants de boxe, plutôt de couleur rouge, suffit à suggérer une idée polémique, une confrontation, voire une conflagration en devenir. Les médias, de la politique à la publicité, ont beaucoup usé de cette portée symbolique. Les vêtements et protections outillent aussi une boxe particulière qu'ils permettent de reconnaître a priori. Les shorts des boxeurs de Muay Thai font partie de l'uniforme de cette discipline. En matière pugilistique, l'habit fait le moine, et celui qui veut combattre dans tous les styles doit consacrer un budget non négligeable à sa garde-robe. Arrivant sur un marché vestimentaire déjà très organisé, le Chose Fight a dû se différencier de la savate comme du full contact en créant son dress code. L'équipement matériel des boxeurs, mais aussi des arbitres, leur outillage, l'environnement technique de leur confrontation, constituent un enjeu identitaire et pour les spectateurs, un élément de reconnaissance immédiate. La tenue participe du statut de boxeur, dans un style où chacun des concurrents se confronte à ses pairs. La ceinture de champion, qui peut trouver sa lointaine origine mythique dans un des travaux d'Héraclès s'arrachant sa ceinture à Hippolytée, reine des Amazones, est un des attributs vestimentaires qui distinguent le champion, le père et non plus le père. Le fait d'avoir multiplié les ceintures de champions du monde a certainement été commercialement rentable dans un premier temps, mais a considérablement réduit la portée symbolique en instillant le doute entre parité et paternité.
Pour être le père, symboliquement, il faut tuer les autres pères, c'est-à-dire unifier le titre. C'est au-delà de la physique, les rituels. De la même façon qu'Aristote avait nommé l'au-delà de la physique, la métaphysique, pour y regrouper tout ce qu'il n'avait pas pu inclure dans son analyse et sa description du monde matériel, on peut considérer que l'institutionnalisation et les règles sportives n'ont pas prévu de place pour les rituels, ce qui ne les empêche absolument pas de s'exprimer et même de poser quelques questionnements dans un modèle républicain dans lequel le domaine public est censé être organisé dans une conception laïque. Il paraît tout naturel, ou plus exactement tout culturel, que des disciplines ou des pratiquants issus d'autres pays et d'autres environnements religieux aient tendance à faire perdurer des us et coutumes, d'autant plus que, face aux dangers physiques et à l'anxiété générée par l'incertitude du combat, tous les renforts potentiels sont les bienvenus. Ainsi, de nombreux rituels sont pratiqués dans l'ombre privée des vestiaires comme sur l'espace saturé de lumière du ring. Des rituels propitiatoires sont pratiqués pour s'assurer les faveurs de la divinité, d'autres, apotropaïques, pour repousser les mauvais esprits ou les envoûtements. Des conventions se sont établies, comparables aux pratiques liturgiques en vigueur dans les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées, sumo projetant du sel pour purifier l'espace de combat, danse des boxeurs thaïs qui s'approprient les quatre coins du ring. Des comportements individuels s'ajoutent aux rituels que la tradition a codifiés. Ce sont des prières, des attitudes d'invocation, des signes religieux ostentatoires, parfois même incorporés en tatouage. Des pratiques magiques, qui consistent à confier son avenir incertain à des objets fétiches, complètent tous les dispositifs de l'univers rationnel. Ces objets qui doivent porter chance restent dans les vestiaires, aucun talisman ne pouvant franchir les cordes du ring. Un très bel exemple se trouve dans le film Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin où notre héros, avant de s'engager dans un combat de boxe mémorable, utilise un fer à cheval dans l'espoir de faire pencher la chance de son côté. Ce monde où les rituels et les pratiques religieuses télescopent la pratique sportive ressortie de l'incidence de l'ethnique sur la représentation, d'une sociologie de la protection magique. L'engouement qu'a connu la boxe thaïlandaise, qui n'est pas considérée en Thaïlande comme un sport dans notre acception française mais plutôt comme une tradition mêlée de fondements religieux, n'est pas étranger à la scénarisation des rituels précédant le combat. Photo 4, Ramway d'avant-combat. 4. Le poids des mots. A. Héroïsation par le surnom. Assez proche des pratiques visant à accroître ses forces, c'est la puissance suggestive des mots qui est ici à l'œuvre. On se place dans le champ de la représentation d'une qualité intrinsèque du boxeur, qui est amplifiée afin de provoquer la crainte de son adversaire et l'admiration des spectateurs. Ce procédé se différencie de la magie, car il repose sur la réalisation d'actions réelles, en l'occurrence ici de combats victorieux, d'une efficacité remarquable. Le surnom ne se décrète pas par celui qui en bénéficie mais synthétise des victoires, voire un parcours d'exception, une quasi-invincibilité. À la manière des dieux ou des héros de la mythologie grecque, Poséidon est par exemple l'ébranleur du sol, Ajax le Grand ou Ulysse au Miles the Tour, les champions de boxe accèdent à une titulature. Parmi tous ceux qui ont eu accès à cette distinction au parfum d'immortalité, en voici quelques-uns. Marcel Cerdan, le bombardier marocain, Mike Iron Tyson, Marvin Marvelous Sagler, Mohamed Ali The Greatest, Jake Bronx Bulla-Mota, Thomas Hitman Hearn. James Corbett, 1866 à 1933, en opposition totale avec l'image du boxeur furieux et brutal, et Gentleman Jim, mais ce type de discrimination sur des valeurs de courtoisie est minoritaire. Se vanter d'être un tueur est plus fréquent, à l'exemple de Jack Dempsey, le tueur de Manassas, Stanley Ketchel, l'assassin du Michigan, Larry Holmes, l'assassin d'Easton, ou encore Henry Armstrong, homicide Hank. Ces héros ont boxé en anglaise mais la boxe thaïlandaise a rien à lui envier, elle qui a dénommé ses champions Aimat Kanganarok, que l'on peut traduire par la turbine de l'enfer, Namon Morana, le parfum mortel, ou encore Diesel Dam, le diesel noir. À travers cet usage du nom de guerre, du surnom, on vise à afficher la bravoure, à se distinguer, à être et rester hors du commun dans les mémoires. Homère parlait ainsi des héros de l'Iliade. Hippoloque enseignait à son fils Glaucos qu'il devait dominer et se distinguer toujours parmi tous, de même Pélée qui expliquait à son fils Achille qu'il était le meilleur et se devait de dominer toujours et se distinguer parmi les autres. Les Grecs nommaient arrêtés,
cette volonté d'être supérieur, de surpasser les autres pour s'élever soi-même, sans haine ni arrogance, les boxeurs sont ainsi. Les paroles dites. Comme le suggère le vocable latin recordar, on se souvient de ceux qui établissent des records, ils sont des notables et l'on conserve leur nom, leur surnom et aussi leurs paroles. Les philosophes qui ont consacré leur existence à approcher la sagesse nous ont laissé le fruit de leur méditation dans des formules édifiantes. Les boxeurs qui, par les combats menés, ont été au-delà des simples humains, ont également voix au chapitre et l'on respecte les paroles de vérité qu'ils ont livrées. Jean-Paul Sartre, faisant référence à Jean Genet, nous a laissé cette formulation. L'important n'est pas ce que l'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on a fait de nous. Mohamed Ali n'exprime pas autre chose lorsqu'il affirme « Je ne suis pas obligé d'être ce que vous voulez que je sois ». C'est écrit. J'écris comme je boxe, affirmait Arthur Cravant, Fabien Lloyd de son nom de naissance, poète, boxeur poids lourd et neveu d'Oscar Wilde. En disant cela, il est un peu le porte-parole de tous les écrivains qui ont eu une passion pour la boxe jusqu'à la mettre au cœur de leurs ouvrages. Parmi eux, une femme, Joyce Carol Oates, romancière de renom qui a probablement écrit le plus bel ouvrage de synthèse sur le noble art sobrement intitulé De la boxe. Qui mieux qu'elle qui a assisté au bord du ring à tous les grands combats livrés aux États-Unis, de Mohamed Ali à Mike Tyson en passant par Marvin Hagler, pouvait exprimer ainsi l'essence même de la boxe. Suggérer que des hommes pourraient s'aimer et se respecter, sans le violent rituel du combat, c'est se tromper sur la passion la plus forte de l'homme, la passion pour la guerre et non pour la paix, faisant écho à ces mots d'Héraclite. Le combat est le père de toutes choses. On ne peut citer tous les auteurs qui ont puisé leur inspiration dans l'univers des rings. Jack London, Ernest Hemingway, Albert Camus, Philippe Ross, Olivier Adam, Daniel Rondeau. Seul, parmi tous les sports, le noble art a produit des œuvres littéraires en grand nombre, sans oublier les biographies où la sincérité se double souvent d'une écriture de qualité comme dans le Raging Bull, autobiographique de Jake LaMotta. Beaucoup d'ouvrages, comme ce dernier, ont été traduits en images par le cinéma, mais là aussi la liste des croisements entre noble art et septième art est bien trop longue pour qu'il soit envisagé de l'ouvrir ici. 5. Surdétermination et surinterprétation. La sociologie a développé une définition du sport qui s'appuie sur le concept de phénomène social surdéterminé, autrement dit, dont les limites sont davantage fixées par toutes les influences extérieures qui le traversent, que par une logique interne qui serait simplement en relation avec l'extérieur sans que son identité en soit modifiée. Une telle définition n'est pas invalidée par l'observation, car on considère souvent le sport comme le réceptacle ou le territoire privilégié d'autres enjeux. Sport et argent, sport et politique, sport et féminisation, sport et violence. Le sport, se définissant ainsi en dehors de ce qu'il serait intrinsèquement, est exposé, voire condamné, à la surinterprétation, et confondant la fin et les moyens, se trouve accusé de produire du blanchiment d'argent, de la discrimination, de la violence. À la question de la violence, du combat au sport de combat. À la différence de l'histoire, objet de connaissance, l'histoire que l'on se donne n'a pas besoin d'être véridique. La plupart des boxes se sont dotés d'origines anciennes, parfois mythiques, et d'un environnement culturel à même d'apporter une antériorité sur les concurrents et de fait, une légitimité accrue. Au commencement, était le combat. Selon les mots d'Héraclite, le combat est le père de toutes choses. Mais il y a une gradation entre la violence, le combat et les sports de combat. Tous les mythes de création du monde vont du combat chaotique vers la régulation et l'harmonie. Les Grecs de l'Antiquité, plaçant l'humain au cœur de l'organisation de leur monde, rejetaient plus que toute autre chose l'hubris, la démesure. Cette démesure présente dans la conflagration et le conflit devait, dans les conditions acculturées de la confrontation et de la compétition, tendre à disparaître. Bien évidemment, la notion de violence reste fluctuante selon les époques et les civilisations, et les combats jusqu'à la mort du pancras des jeux antiques ou des affrontements de boxe au finish, avant que le nombre de rounds soit limité, seraient considérés comme démesurément violents dans notre environnement social contemporain. La canalisation de la violence présente dans tout combat est probablement toujours prête à surgir de notre cerveau reptilien, comme en témoigne la morsure devenue célèbre infligée par Mike Tyson à l'oreille d'Evander Holyfield, mais en suivant l'évolution des mœurs se transforme pour partie en sport. Cette perméabilité du sport, surdétermination,
l'amène du côté de l'ange pour s'éloigner de la bête, on parle de valeurs positives, d'idéal olympique. Les règles évoquées plus haut, qui codifient puis institutionnalisent les combats, les font entrer dans une conception du sport qui préfère l'engagement à l'agressivité, la confrontation virile à la violence, l'intégrité physique et morale à l'élimination pure et simple de l'adversaire, quels qu'en soient les moyens. Le sport n'est pas la guerre, tout au plus le représente-t-on encore comme tel pour assouvir les désirs inavoués des spectateurs potentiels. Le conflit se résout dans le contrat. Dans ce cadre-là, le MMA apparaît comme un objet d'étude privilégié. Comme tous les passages à la limite, il ouvre très largement les questionnements. B. L'exemple du MMA. Le MMA Mixed Martial Art fait l'objet, en France, d'un débat passionné, voire polémique. Organisation de galas remise en cause par le pouvoir régalien, interdiction qui n'est cependant pas traduite dans le Code du sport, recommandation du Conseil de l'Europe, mission parlementaire, très forte médiatisation. Dans ces débats passionnés, tous les plans se croisent, déictiques, techniques, ethniques et éthiques, et ceux qui s'expriment publiquement ont du mal à bien définir d'où ils parlent et de quoi ils parlent. Techniques de combat multiples, phénomène social, atteinte à la dignité des personnes et à l'intégrité des pratiquants, valeurs du sport mises à mal. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous allons prendre pour référence celui de la représentation, les autres étant alors incidents. Les techniques utilisées sont empruntées à divers sports de combat et arts martiaux, dans lesquels elles sont reconnues et admises. Le fait de frapper un adversaire au sol est techniquement moins efficace que debout, mais la symbolique de cette représentation n'est pas compatible avec les codes d'honneur des pratiques pugilistiques. On ne frappe pas un homme ou une femme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.